Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Bon. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent et on a la chance de recevoir le docteur Jean-Claude Guimberteau, chirurgien de la main sur Bordeaux, chercheur et est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi vidéaste? Oui, je crois qu'on peut le dire. J'ai quand même fait 8 films, chacun d'une bonne demi-heure, donc ça fait un temps de réalisation qui est relativement important sur une quinzaine d'années. Et j'ai dû filmer au moins 150 heures pendant des séances d'endoscopie. Donc oui, on peut dire ça. Et finalement, c'est bien pour ces films-là qu'on vous connaît, en tout cas que moi je vous connais, plus que pour vos talents de chirurgien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours de vidéaste et de ce travail de documentation du tissu humain Autour du fascia. autour du fascia, oui. Oui, alors tout d'abord, il va falloir définir ce qu'est le fascia pour en parler. Mais au début, en tant que chirurgien, j'étais intéressé par la reconstruction des tendons. Et à l'université, le glissement des tendons est expliqué de façon extrêmement simple. C'est grosso modo, ça glisse dans le tissu, et puis c'est tout. Donc c'est, je dirais, une explication biomécanique assez simpliste, et qui est fausse. Donc j'ai essayé de comprendre, pour essayer d'améliorer ma technique. Et pour essayer d'améliorer la technique, il fallait bien visualiser le glissement en lui-même. Et quand vous mettez un endoscope à l'intérieur du tissu du glissement, vous apercevez tout d'abord qu'il n'est pas fait de lamelles comme on veut bien vous le faire croire. Pas du tout. Il est fait de fibres. Il est fait de petites fibres en total désordre apparent, ce qui est surprenant. Et c'est appelé le paratendon, qui est en communication avec le tissu conjonctif. Donc, quelque chose qui est assez banalisé, qui est appelé, le tissu conjonctif est appelé le tissu de paquetage, le tissu de remplissage, que ce soit en France ou dans les pays étrangers, c'est vécu de la même façon. Donc, c'est un tissu qui a été totalement négligé et qui pourtant est le responsable du glissement tendineux, du glissement musculaire. Donc j'ai essayé de m'y intéresser et petit à petit de le comprendre. Et ce tissu, au départ, pour moi, n'est pas le fascia. Parce que pour un chirurgien, le fascia, ce sont des unités anatomiques très bien définies, comme le fascia plantaire, le fascia latal, le fascia lombaire. Donc ce sont des structures qui existent, qu'on peut voir. Et pour moi, ce système de glissement, qui est le tissu conjonctif, eh bien, c'est un système fibrillaire, c'est un réseau fibrillaire. Et puis, petit à petit, les films que j'avais faits, je les ai présentés au premier Facial Research Congress en 2007. Et j'ai compris que ce que je présentais était considéré comme étant le fascia aux États-Unis. Et donc, je me suis trouvé un peu en difficulté parce que pour moi, le fascia était donc ces structures anatomiques visibles et manipulables pour un chirurgien, alors que pour les ostéopathes, le fascia était quelque chose de beaucoup plus
globalisé et certainement beaucoup plus fin, des structures qui ressemblaient à ce que moi je voyais à travers le tissu conjonctif exploré. Et donc, petit à petit, il a bien fallu que j'accepte, que j'admette que ce que j'avais vu autour des tendons expliquant le glissement, eh bien, pouvait aussi s'appeler le fascia. Voilà. Vous faites référence au glissement. En quoi, pour nos auditeurs, la faculté de glissement due au fascia est essentielle à la vie? Ah bien, parce que la vie, c'est le mouvement. Je veux dire, la différence entre une structure morte et une structure vivante, c'est le mouvement. Et le mouvement, il est assumé par un système fibrillaire qui est appelé en général le fascia, voilà, à condition de donner cette définition au fascia. Mais ce système fibrillaire, il assume le mouvement, il assume le glissement, il assure l'adaptabilité, il assure le retour à la position initiale. Donc, il explique en lui-même la biomécanique du corps. Pour aller plus loin avec vous, on peut vous retrouver là dans quelques semaines, ça dépend de quand sera publié le podcast. Vous faites une conférence mobilité sur Paris, qui s'appelle Mobilité sur Paris le 13-14 novembre. La thématique, c'est toujours votre sujet de cœur qui est de parler du fascia et de vos travaux. C'est ça? Est-ce que vous Oui, pouvez oui, nous en parler oui, un peu? tout à fait, oui, je viendrai. Et je ferai sans doute une conférence. Mais cette conférence, il faut toujours l'organiser par une présentation du, des, des observations endoscopiques. C'est-à-dire que il faut que la personne qui écoute la conférence voit les choses telles que moi je les ai vues. Euh, C'est-à-dire, il faut voir cette continuité fibrillaire. Si on n'observe pas, si on n'a pas vu cette continuité fibrillaire, on a du mal ensuite à penser que ce système fibrillaire puisse être l'architecture globale. Parce qu'on a beaucoup appris et on apprend encore l'anatomie à travers des couches séparées. On voit tout en couches. Et la notion de couche, c'est une notion qui est fausse. Car la notion de couche, layers en anglais, entraîne une discontinuité des structures. Une couche glisse sur une autre. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est dans une globalité. Vous avez des densités différentes, mais qui sont toutes réunies par le même système fibrillaire. Voilà. Oui, donc il y a une particularité sur l'épaississement du fascia sur certaines zones, due sûrement à une trame de force ou à une fonction du fascia à cet Oui. endroit-là. Mais c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir le même, ce que vous appelez le fascia, le réseau fibrillaire, ne peut pas être le même au niveau de la plante du pied qu'au niveau de la joue. Vous ne pouvez pas, parce que ce sont des structures qui n'ont pas la même fonction. Et l'organisation fibrillaire, elle est tout à fait fidèle aux besoins mécaniques et donc à la fonction. Donc, vous avez effectivement, on peut décrire plusieurs fascias en fonction de la localisation, mais par contre, la trame et l'organisation et la continuité est toujours la même. Est-ce que vous pouvez... Je finis là-dessus. Oui, oui. Pour reprendre une métaphore assez simple, vous avez l'océan. Vous avez l'océan partout sur la Terre. Par contre, vous avez des descriptions différentes. Vous avez l'océan Pacifique, vous avez l'océan Atlantique, vous avez la mer Méditerranée, l'océan Indien, etc. Mais c'est la même eau, c'est l'océan. Vous l'avez partout, mais dans des conditions différentes en fonction de la topographie. La Méditerranée est plus salée que la mer Arctique, par exemple. Bien. Donc, ce sont des disparités géographiques ou topographiques ou fonctionnelles, mais c'est la même structure, c'est la même eau à l'océan Pacifique que dans l'océan Atlantique ou l'océan Indien.
Est-ce que pour illustrer tout ça, vous pourriez nous citer, alors, est-ce qu'on parle de un fascia ou on parle alors des fascias ou du fascia mais dans différents états? Comment est-ce qu'on aborde ça? Oui, je pense que du fascia dans différentes localisations, oui, on peut accepter ça. Maintenant, dire qu'il y a des fascias, c'est-à-dire considérer qu'il y a plusieurs types de fascias vraiment différents les uns des autres, et donc introduisant une discontinuité, là, je suis moins d'accord. Mais est-ce que ces fascias n'ont pas des qualités et des propriétés mécaniques qui sont différentes et ou de Si, composition en élastine et en collagène? certainement. Oui, oui, bien sûr, mais c'est la même trame, c'est le même système de fonctionnement, c'est la même organisation, c'est tout est, si vous voulez, le schéma est le même. Simplement, vous avez peut-être un peu plus de collagène, un peu moins d'élastine, etc. Mais bon, on sait très bien que dans le corps, rien n'est homogène. C'est une hétérogénéité totale dans la distribution des structures. Vous pouvez avoir, il m'est arrivé de faire des prélèvements de fascia à la jambe, au niveau de l'épaule, dans le dos. Vous avez toujours des pourcentages de collagène 1, de collagène 3, de collagène 4 qui sont différents. Et ça, c'est en fonction de la topographie. Il y a un immense travail à faire sur le dosage du collagène, par exemple, en fonction des localisations dans le corps. Et nous, on a eu la chance à l'école de Montpellier de faire des dissections. Donc, on a pu voir voilà, les structures anatomiques sur un corps mort. Vous insistez aussi sur votre travail du fascia vivant. Qu'est-ce qui différencie la qualité du vivant à une matière morte sur le fascia? Tout d'abord, les couleurs, par exemple. Sur le cadavre, la plupart, ça dépend de l'âge du cadavre d'abord. Euh, Maintenant, s'il a été formolé, par exemple, dans votre cadavre, tout est blanc. Vous n'avez plus de couleur. Vous n'avez plus de liquide de Oui, c'est sec. glycoaminoglycane qui glisse le long des fibres. Bien évidemment, votre cadavre ne bouge pas, mais chez le vivant, si vous le faites bouger le vivant pendant l'exploration endoscopique sous une anesthésie loco-régionale, vous voyez que les fibres bougent, que le muscle se contracte. Donc, ce sont essentiellement les couleurs qui, de prime abord, font la différence entre le vivant et le mort. Ok. Et vous parlez de fonction du fascia, et j'ai l'impression que la mécanique est première. Le fascia peut avoir aussi différentes fonctions, mais vous voyez quand même la mécanique, la trame de force comme la première fonction du fascia. Oui, oui. Le fascia en lui-même ne bouge pas, hein. Le fascia est inerte. Je veux dire, ce sont les structures musculaires qui font bouger le fascia. Ce sont les tendons qui font bouger le fascia, mais les tendons bougent en fonction de la structure musculaire. Le fascia est inerte, hein, c'est un tissu, c'est une architecture, mais fibrillaire, mais qui en elle-même n'a pas de mouvement princeps. Le mouvement princeps, c'est la contraction musculaire. Et vous dites qu'il est inerte, mais en même temps, c'est un tissu de plat. Moi, j'ai Oui, plus Docteur Gamarceau. T'as plus le docteur dites-moi. Gamberto? Si, vous pouvez continuer de parler. Ah, C'est pardon. juste Oui, pour illustrer le propos, je pense qu'on peut voir sur l'écran, l'écran que je partage, justement une partie des travaux. Parce qu'on parle de ces fibres, on Ah, parle de oui, ce oui. tissu, et que les gens puissent comprendre un peu de quoi est-ce qu'on parle, à quoi ça ressemble. Comme vous dites, s'imaginer un peu qu'est-ce que c'est. J'en parlais avec un patient ce matin, et il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, ben, c'est de la fibre, c'est c'est une un toile enfant. d'araignée. C'est un feutrage de fibres qui nous constitue, tout simplement, et dans lequel sont des cellules. Les cellules habitent le fascia. Elles sont totalement solidaires du fascia. Vous ne pouvez pas trouver une cellule seule dans l'organisme. Une cellule seule, d'abord on n'en trouve pas. Je n'ai jamais vu de cellule seule, mais vous pouvez peut-être en trouver. Mais quoi qu'il en soit, les cellules sont toujours entourées de systèmes fibrillaires. Donc les deux sont indissociables.
Et souvent, pour faire fâcher quelquefois mes collègues, je dis que quand on observe une cellule sous le microscope, eh bien, on l'observe dans une situation qui n'est pas une situation naturelle. Elle est en dehors de son contexte. Voilà. C'est un lion au Bon, zoo en cage, quoi. hein, pardon? C'est comme regarder et observer un lion qui est en cage dans un zoo. Si vous voulez, oui, on peut, cette analogie, oui, est exacte. C'est-à-dire, vous allez avoir une observation intéressante, vous allez en tirer des conclusions, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Et quand vous observez in vivo, c'est-à-dire vraiment une structure vivante, d'ailleurs souvent, quand je fais des observations endoscopiques, il m'arrive de parler avec le patient, puisque ce sont des anesthésies loco-régionales, eh bien, vous observez la situation des cellules, vous êtes surpris par le fait que toutes les cellules sont différentes. Alors que moi, j'avais appris que les cellules, globalement, elles étaient toutes plus ou moins hexagonales. Vous apercevez que c'est pas vrai. Les cellules peuvent être parfaitement fines, presque aplaties, et puis, juste à côté, vous pouvez en avoir une qui est ronde, opulente. Donc, il y a une variété qui m'a étonné parce que je l'ignorais. Et par ailleurs, vous pouvez avoir aussi des observations de cellules sur les fibres, c'est-à-dire les cellules sont sur les fibres, le long des fibres, et bien évidemment, je ne peux pas dire elles migrent, puisque une cellule, grosso modo, migre de 300 microns par jour, ce qui est peu quand même, et que je ne vais pas observer une journée des fibres à l'intérieur d'un patient, donc je ne peux pas le dire, mais véritablement, on a l'impression que les fibres servent de vecteurs, servent pour véhiculer les cellules s'en servent pour migrer. Donc, l'observation des cellules, qui est arrivée après l'observation des fibres, m'a permis de tirer des conclusions. Par exemple, une conclusion majeure, c'est que vous n'avez pas de cellules partout. Le corps n'est pas rempli de cellules. Dans le corps, vous avez un remplissage qui est fait par un tissu fibrillaire, oui. Et les cellules habitent ce tissu fibrillaire, qui est notre architecture. Mais elles ne sont pas partout. Il y a des zones où vous n'avez pas de cellules. Est-ce qu'on pourrait faire l'analogie de ce système fibrillaire comme une toile d'araignée, en fait? Ce serait une matrice pour diriger en fait la migration cellulaire ou pour soutenir les fonctions du corps humain. Oui. Si vous voulez, moi j'ai utilisé le terme d'architecture d'intérieur, c'est-à-dire que c'est un réseau qui constitue notre corps. C'est l'armature de notre corps. Alors, vous me direz, oui, mais il y a les os. Bien sûr, mais les os, eux aussi, sont un système fibrillaire Ah, qui est distribué de façon différente. Bien évidemment, le système fibrillaire à l'intérieur de l'os, que l'on décrit depuis des centaines d'années comme étant le système alvéolaire, le système spongieux, c'est un système fibrillaire, lui aussi. Simplement, au gré de l'évolution, il a évolué de façon différente du même système qui existe autour des tendons, par exemple. Mais c'est la même trame, c'est-à-dire un entrecroisement de fibres dans les 3 dimensions de l'espace. Mais des fibres calcifiées. Ce sont des fibres calcifiées, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Donc, finalement, on a une trame qui est le fascia, qui peut donner en fonction de ses propriétés un peu extrêmes, on va dire, hein, quand il est calcifié de l'os. Et en intermédiaire, on va avoir du ligament, on va avoir des structures intermédiaires entre du fascia pur et du muscle, du tendon. Et même au sein du muscle, on va avoir des structures aussi intermédiaires avec ces jonctions myotendineuses ou les jonctions tendino-osseuses. Oui, absolument. Absolument. Quand vous observez, par exemple,
quelque chose qui m'est arrivé des centaines de fois, d'observer l'insertion du tendon fléchisseur profond sur la dernière phalange digitale. Mais vous ne pouvez pas déterminer à quel endroit le tendon se termine et à quel endroit commence l'os. C'est une fusion totale, avec un changement progressif, mais la fusion est totale. Incroyable. Oui, mais non, c'est pas si incroyable que ça, parce que, je veux dire, c'est observé depuis longtemps, mais on a depuis, on le sait, franchement, mes aînés l'avaient observé. Simplement, cette vision réductionniste de l'anatomie, mais même dans les sciences, on a eu une vision réductionniste qui nous a petit à petit éloignés de la globalité. C'est ça. Et franchement, j'utilise souvent cette métaphore, c'est vous avez beaucoup de gens qui sont spécialistes de la cellule de l'éléphant, mais ils ont oublié qu'il y a une trompe et des défenses. C'est-à-dire, on a oublié l'animal lui-même. Et dans le corps humain, c'est un peu ça en anatomie. On est spécialiste de la cellule pulmonaire ou du fibroblast. C'est bien. Bien sûr, c'est bien. Mais il est où le fibroblast? Il change comment? Il vient d'où? Il se situe où? Et donc, il faut éviter le réductionnisme si on veut vraiment progresser. Parce que le réductionnisme vous limite dans la perspective scientifique. C'est ce qu'on a appris avec un ostéopathe, Monsieur Tricot, qui parle de Oui. conceptualisation du vivant. En fait, on essaie de modéliser la complexité du vivant. On a individualisé, par exemple, des structures anatomiques, mais la vérité est bien plus complexe, comme vous le décrivez, cette continuité du tendon qui se transforme progressivement à l'os. Et il y a un concept de tenségrité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce système facial qui soutiendrait une suspension corporelle plutôt que des vertèbres qui s'empilent par compression? Alors, moi, j'ai abordé la biotenségrité quelques années après mes travaux. J'ai rencontré Stephen Levine qui est chirurgien, qui était orthopédiste à New York et avec lequel je sympathisais assez rapidement. Bien évidemment, il ne faut pas négliger l'importance du squelette, hein. C'est-à-dire le squelette nous permet de rester debout, etc. Bon, là, c'est une réalité. Simplement, il faut, moi je l'ai vécu comme ça, la biotenségrité. Quand j'observe le réseau fibrillaire, il est constitué de fibres. À l'intérieur de ces fibres, soit vous avez des fluides, on appelle ça des glycoaminoglycanes, qui sont quand même des structures aqueuses. C'est gélatineux? C'est comment? Et gélatineux, oui, tout à fait. Ou ce système fibrillaire est rempli de cellules, comme un muscle. Mais les cellules, il y a beaucoup d'eau dans les cellules. Bien. Donc, grosso modo, notre corps est un corps qui est rempli à 75% de fluide. Comment expliquer la croissance d'un corps, c'est-à-dire d'un nouveau-né qui lui-même est constitué de 75% de fluide? Comment expliquer la croissance de ce corps en lutte contre la force de gravitation? Il faut qu'il y ait une croissance, on est d'accord, des hormones de croissance, mais ça ne suffit pas pour permettre à une architecture de vaincre la force de gravitation. Il faut que le poids de la force de gravitation soit distribué sur l'ensemble des structures, sur l'ensemble du réseau fibrillaire. Et c'est là où la biotenségrité apporte effectivement une solution. Car sinon, il est très difficile d'expliquer la croissance de nos corps.
remplie de 75% de liquide. Si vous mettez une poche de 3 kilos sur votre sol et que vous lui demandez de croître, elle ne va pas le faire. Par contre, 3 kilos de bébé va grandir. Oui, c'est une autosuspension de ce réseau fibrillaire qui nous permet de Ça croître. permet de lutter contre la force de gravitation. Absolument. Ça, c'est magnifique. Donc il y a ce concept de maintien d'architecture. Et est-ce que ça sert aussi de système de communication entre les systèmes, entre les tissus? Bien, dans la mesure où c'est l'architecture de votre corps, le lien est total. Il faut concevoir, si vous voulez, mais là aussi c'est une analogie facile, mais il faut concevoir nos corps comme étant un réseau fibrillaire dans lequel il y a des cellules qui exercent des fonctions pour le maintien de ce réseau fibrillaire, mais ce réseau fibrillaire, il est sans début et sans fin. C'est une structure globale, fermée, dans laquelle s'exercent des fonctions pour la survie, grâce aux cellules, en partie, mais aussi grâce au réseau fibrillaire qui vous permet le mouvement, l'adaptabilité à la contrainte. Par exemple, vous êtes bousculé par quelqu'un, votre peau va bouger et elle va se remettre immédiatement en place pour assurer votre stabilité. D'ailleurs, c'est un geste que vous pouvez observer très souvent quand vous manipulez la peau des patients. Vous pouvez la bouger dans les 3 dimensions de l'espace, vous pouvez la lever, vous pouvez la laisser descendre, et si vous observez lentement, vous verrez que les structures se remettent en place tout doucement, mais elles reviennent à la position parfaite. Jamais un de vos patients ne revient avec la peau déplacée à la suite d'une de vos manipulations. La peau revient toujours à sa position initiale, de façon parfaite. La mémoire tissulaire est totale et excellente. Donc, ce système fibrillaire vous permet cela. Et donc Et ça, donc, c'est la qualité viscoélastique du tissu. Oui. Vous avez parlé aussi d'hydratation. Ouais, j'ai envie de partir sur ça, mais excusez-moi de la parenthèse, mais qu'est-ce qui définit, quels seraient les paramètres pour vous d'avoir un fascia en bonne santé? On a parlé du mouvement, on a parlé d'hydratation. Quels sont pour vous les paramètres essentiels pour maintenir un fascia en bonne santé? Alors, vous pourriez avoir d'emblée la remarque sur la tension de la peau. Mais c'est faux. Moi-même, je me suis laissé un peu surprendre par cela. Parce que quand j'opère, j'opérais, parce que je suis à la retraite maintenant, mais quand j'opérais des patients, la première des choses que je faisais, c'était de palper la peau. Parce que le palper de la peau vous donne une idée peut-être de la difficulté chirurgicale que vous allez pouvoir observer. Une peau qui est souple, qui revient vite à sa position initiale, peut paraître beaucoup plus facile à opérer. Peut paraître. Mais il m'est arrivé d'observer des peaux extrêmement fines, peu hydratées et qui avaient les mêmes qualités. Donc, je me méfie. Par contre, il y a des peaux cicatricielles, par exemple, où là, toute la structure, je dirais, harmonieuse de la mécanique fibrillaire a disparu. Ce sont des peaux qui sont rigides, fixes, dures, qui bougent pas bien. Donc là, vous avez déjà, vous vous préparez à avoir une difficulté opératoire parce que vous allez être obligé d'utiliser des ciseaux pour décoller. Il va falloir faire attention pour ne pas couper les structures qui peuvent être engluées dans ce système fibrillaire cicatriciel. Donc, la recherche de la connaissance de la peau
est essentiel. Mais il faut se méfier des fausses vérités. Des fausses vérités parce que il m'est arrivé vraiment d'opérer des gens qui n'avaient pas apparemment une très très bonne peau, c'est-à-dire une peau fine, un peu fripée et qui ont parfaitement cicatrisé. Donc il faut rester modeste dans ces observations. Parce que ça va être intéressant. Je pense que ça va être une trame du podcast de voir Fondement. comment avoir un fascia en bonne santé. Et je pense, Vincent, on sera obligé d'y retourner par la suite parce que au final, quelles sont les structures qui vont pour vous interagir avec, vous parlez du tissu du réseau fibrillaire. Qu'est-ce qui interagit avec ça? Est-ce que le système endocrinien interagit avec? Est-ce que le système vasculaire interagit avec et comment? Est-ce que le système nerveux interagit avec et comment? Longue question, peut-être plusieurs réponses. Le soutien est total. Oui. Non, il faut peut-être voir les choses différemment. Vous me parlez du système endocrinien, par exemple. Bien. Prenons une thyroïde, Par exemple. par exemple. Si vous observez une thyroïde, vous allez observer que la thyroïde, c'est un amas cellulaire dans lequel vous allez trouver un réseau fibrillaire. La thyroïde n'est pas autre chose que un rassemblement cellulaire avec une armature fibrillaire. Et là où ça devient compliqué, c'est avec une finalité fonctionnelle. Et vous pouvez aussi vous poser une autre question. Il y a 2 lobes à la thyroïde. Ces 2 amas, la thyroïde a 2 lobes qui se répartissent de chaque côté de la trachée. Et donc le positionnement de la thyroïde, sa forme a été conditionnée en même temps que le développement de la trachée. Donc, vous voyez que les deux ont certainement eu un mode de développement contigu et simultané. Donc, la sécrétion endocrinienne pose pas de problème parce que la thyroïde, elle est déjà dans le système. Vous parlez du système vasculaire, mais le système vasculaire est dans le système fibrillaire. De quoi est constitué un vaisseau? Un vaisseau. Vous avez l'intima. L'intima, vous avez surtout des cellules. Vous avez la média. La média, c'est surtout des fibres. Vous avez l'adventice. L'adventice, ce sont des fibres en relation avec le reste du système fibrillaire. Donc, le vaisseau en lui-même est une structure composite faite de fibres et de cellules. Donc, il est parfaitement intégré dans le reste du système. On ne peut pas le dissocier. Et si vous poussez un petit peu plus loin et que vous regardez l'organisation de la peau, par exemple, la peau, vous avez l'épiderme, où il y a surtout des cellules. Et puis, en dessous de l'épiderme, vous avez à la fois le derme, qui est surtout constitué de fibres, et vous avez l'hypoderme, qui est constitué de cellules graisseuses et de fibres. C'est pas très éloigné de la constitution d'un vaisseau. Et si vous regardez l'organisation de l'os, là je sais que je vais faire peut-être fâcher certains de mes collègues, mais si vous regardez la constitution de l'os, vous avez en surface, vous avez le périoste, en dessous, vous avez la corticale, et en dessous, vous avez la trame spongieuse. Donc, vous avez des organisations qui sont souvent faites de la même façon, à tous les niveaux. Et à la fin, vous retrouvez quoi comme élément de base? Les cellules et les fibres. Il n'y a rien d'autre.
cellules et fibres. Tout ça organisé bien évidemment de façon différente en fonction de la localisation, en fonction de l'espèce. Mais les éléments de base sont les mêmes. C'est une diversité qui s'ensuit pour créer la diversité animale et même végétale. On a bien ce lien entre fonction et structure. On voit ce réseau fibrillaire qui est vraiment notre architecture, notre matrice, donc liée à la structure. Et si on revient par exemple sur le réseau vasculaire, si cette structure, si cette matrice fonctionne mal, avec de mauvais glissements, de mauvais mouvements par exemple, ça va Oui. venir impacter la fonction de notre système cardiovasculaire. Oui, si la lésion est importante et crée un trouble dynamique. Par contre, par exemple, si vous avez une cicatrice, eh bien le réseau vasculaire au sein même de la cicatrice est terriblement altéré. Hein. Donc, votre travail en particulier, c'est d'essayer de retrouver une certaine souplesse pour permettre une métaplasie, c'est-à-dire une reconstruction de néovaisseaux qui vont apporter leur contingent d'oxygène, vont faciliter la réapparition de glycoaminoglycanes, de restructuration collagénique, d'élastine et donc améliorer le tissu périphérique. Voilà. Donc, le travail est un travail de longue haleine qui demande de la patience à la fois pour le praticien et le patient, mais qui peut aboutir à un très bon résultat par cette récupération de souplesse. Mais ce qui est intéressant à dire à cette occasion, c'est que vous verrez toujours la trace de la cicatrice. C'est-à-dire la nature ne sait pas réparer ad integrum dès qu'on dépasse, si vous voulez, la brûlure du 2e degré superficiel, c'est-à-dire juste au ras à la base de l'épiderme. Dès que c'est arrivé au derme et l'hypoderme, vous voyez toujours la trace de la cicatrice. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'est-ce qui se passe. Il y a la cicatrice, donc n'importe qui s'est fait opérer voit très bien ce trait, mais c'est pas qu'un trait en superficie, vous avez tout un réseau cicatriciel qui se fait en profondeur et qui porte atteinte à ce réseau fibrillaire. Ah, absolument, absolument. La cicatrice, et qui porte atteinte aux mobilités des tissus sous-jacents, que ce soit le nerf, le vasculaire, le tendon. Absolument, le nerveux, toutes les structures sont si vous voulez, laissées par le traumatisme. Oui, absolument. Absolument. On parle quand même de la vascularisation pour cette régénération de la cicatrice et un retour à la fonction. Pierre est ostéopathe et tu peux dire un mot. Hein, l'artère est première dans le concept ostéopathique. Donc dès qu'il y a travail cicatriciel, il y a travail vasculaire, quoi, Pierre. Oui, et ça, c'est la même chose au final sur le nerf. On se rend compte que quand il y a des douleurs neuropathiques ou même des douleurs musculaires, il y a une altération de la vascularisation du tissu. Et par exemple, sur notamment le nerf, quand il y a des compressions nerveuses, en réalité, il y a aussi une baisse de la vascularisation intrinsèque du nerf qui peut avoir lieu et qui peut être dramatique pour la structure si elle est trop prolongée ou trop importante. Oui, absolument. Vous pouvez avoir une destruction des éléments qui sont à l'intérieur du nerf et qui transmettent l'information. Ils s'appellent les fascicules, hein, c'est-à-dire toutes ces structures qui sont branchées directement sur le cerveau. Et ces structures, si vous avez un élément de compression qui est puissant, eh bien vous stoppez la vascularisation, vous stoppez la transmission de l'influx nerveux et inévitablement en aval, c'est-à-dire vers la suite, vous avez des souffrances tissulaires qui peuvent se traduire par une disparition de la fonction cellulaire. L'axonotmésis qui a lieu. Ah oui, absolument. Donc ce fascia, il a aussi un rôle de soutien, mais il a aussi un rôle de soutien nutritionnel. Là, on parle de cicatrice pour amener l'ensemble des éléments nécessaires à une régénération, cicatrisation. Absolument, oui, absolument.
absolument, et même sur le plan nerveux, hein, parce que toutes les, alors, quand vous disséquez par exemple nerf du membre supérieur, un nerf du membre supérieur, vous savez très bien que ça ressemble, si vous voulez, grosso modo, à un câble électrique. Hein. Alors, là, l'analogie est quand même un peu simpliste, mais bon, c'est un câble, un petit câble blanc. Vous le disséquez. Vous le disséquez, vous apercevez que la membrane qui entoure le nerf, le périnervium, est en communication fibrillaire avec le reste du corps. C'est-à-dire, le nerf, il n'est pas en dehors, c'est pas un câble isolé, comme dans le bâtiment, vous avez un câble, mais il n'est pas en relation vraiment avec les structures périphériques. Là, le nerf est en relation avec les structures périphériques. Et quand vous allez en profondeur, vous allez trouver ce qu'on appelle les fascicules nerveux, qui sont des fibres nerveuses, qui, elles, sont en relation avec le cerveau. Mais ce nerf, que l'on attribue souvent à une simple fonction d'information, il a aussi une fonction de mobilité. Quand, au niveau du poignet, par exemple, vous bougez le poignet, vous lui faites faire une flexion-extension, quelque chose de simple, qu'on fait des milliers de fois dans la journée. Le nerf, au niveau du poignet, par exemple, le nerf médian, il est au niveau du poignet. Il passe pour aller vers les doigts. Pendant que vous faites ce mouvement de flexion-extension, le nerf bouge. Il coulisse dans sa gaine. Non. Non. Il bouge transversalement, d'à peu près 1 centimètre. Il passe du côté interne ou du côté externe, du côté interne, du côté externe, il bouge. Mais vous n'avez aucun ressenti. Vous n'avez pas de fourmis dans les doigts. Vous n'avez pas de décharge électrique. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par ce système fibrillaire qui lui permet de s'adapter au mouvement, d'absorber les contraintes et de revenir à la position de repos dès que la flexion-extension est terminée. Donc, toutes ces structures sont reliées les unes aux autres. C'est cette globalité, cette continuité des structures qu'il faut remettre au goût du jour. Certes, le réductionnisme est intéressant parce que ça permet d'apprendre, mais à la fin, il faut réunir tout pour comprendre que toutes ces structures ne sont pas du tout séparées. Elles sont liées les unes aux autres. En anglais, la phrase qui était retenue, c'est « Everything is connected ». Tout est connecté. C'est-à-dire que la structure de l'extrémité de votre gros orteil est parfaitement informée de ce qui se passe au niveau du haut de votre épaule. Toutes les structures sont en relation les unes avec les autres. D'où le rôle de fonction sensorielle. C'est peut-être notre plus grand organe sensoriel pour la proprioception, la connaissance de notre corps dans l'espace et de communication intertissulaire. Oui, bien sûr, mais il faut qu'il ait une finalité cérébrale, cependant. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les informations remontent au cerveau. Donc, il est bien évident que vous avez au niveau du corps un ensemble dit de corpuscules. Alors, vous en avez 5 ou 6 types de corpuscules qui sont branchés sur les terminaisons nerveuses et qui enregistrent les pressions. Mais quelles pressions? Justement, ce sont les pressions qui se situent à l'intérieur du réseau fibrillaire et qui sont retransmises dans ces corpuscules. Alors, vous avez les corpuscules de Golgi, de Pacini, etc. Vous en avez plein, mais ils sont chargés de transmettre les informations au niveau du cerveau et peut-être, mais là c'est une hypothèse, peut-être aux cellules périphériques. Car ces cellules, si vous voulez, autour d'un corpuscule de Golgi, par exemple, reçoivent elles aussi des informations.
car elles sont liées au corpuscule de Golgi, en particulier par cette trame fibrillaire qui est retrouvée à tous les niveaux. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Voilà. Donc ça, c'est le lien entre le nerveux et le système fibrillaire. Est-ce qu'il est vascularisé, ce système fibrillaire? Parce que vous m'avez parlé qui rentrait dans la composition même du nerf, de l'artère, de la veine. D'accord, mais est-ce qu'il y a du sang dans ce système fibrillaire? Est-ce qu'il est capillarisé? Quel est son système de nutrition? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de rester fidèle à mes observations. C'est-à-dire ce que je viens de vous dire est le fruit de mes observations. C'est-à-dire je peux le prouver, montrer des images, des vidéos, et on peut en discuter. Ce que je peux dire, c'est que dans le système fibrillaire lui-même, je n'ai pas observé de vaisseaux sanguins. Par contre, les vaisseaux sanguins, attendez, je me reprends. Dans le système collagénique du système fibrillaire, je n'ai pas observé de vaisseaux sanguins. Par contre, dans le réseau fibrillaire dans sa globalité, bien évidemment, il y a des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que vous entendez par réseau collagénique, du coup? C'est quoi cette nuance, docteur Guimberteau? On a vu qu'il y avait une nuance importante. On est 1000%, on veut tout savoir. Uniquement, le système fibrillaire, il est fait de fibres, je vous l'ai dit, qui s'entrecroisent dans les 3 dimensions de l'espace, qui ont une mobilité, et ces fibres sont constituées de collagène ou d'élastine. Cette armature fibrillaire sert d'armature pour les vaisseaux. Ce qui explique, par exemple, que tous les micro-vaisseaux que vous pouvez observer dans le corps, à un niveau d'une centaine de microns, ont des cheminements qui sont parfois un peu surprenants. Ils ne sont pas en ligne droite, ils adoptent parfois des formes totalement dispersées, parfois qui ne sont pas apparemment logiques. Donc, le système vasculaire des micro-vaisseaux, il est armé sur le réseau fibrillaire. Mais le réseau fibrillaire en lui-même, collagénique et d'élastine, je n'ai pas vu à l'intérieur des fibres des vaisseaux. Mais il peut arriver, et là encore, c'est l'observation, il peut arriver que vous ayez une collusion à la fois des fibres, à la fois des vaisseaux et à la fois des cellules, dans des structures composites. C'est-à-dire que les 3 éléments sont rassemblés. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est tellement divers qu'on ne peut pas définir parfaitement que les structures sont ainsi. Il faut accepter la diversité des structures. Et quand vous voyez... Pardon. Notre erreur, c'est de conceptualiser le tissu conjonctif et réseau capillaire, parce qu'au final, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est en fonction de la localisation qui va avoir une distribution qui sera différente. Mais oui. Mais, si vous voulez, grosso modo, il faudrait faire évoluer la sémantique. Il faudrait passer de tissu conjonctif au tissu constitutif, c'est-à-dire à l'armature, l'architecture du corps. Le tissu conjonctif n'est pas que conjonctif, il est aussi constitutif. Il constitue la thyroïde, il constitue les muscles, il constitue les tendons, donc vous l'avez à tous les niveaux. Il n'est pas qu'autour des structures comme on a voulu le décrire depuis des siècles. Mais ça, c'est dû à l'évolution technologique. Nos aînés avaient du mal à le concevoir parce qu'ils n'avaient pas les instruments, ils n'avaient pas les outils pour le faire. Et ce que je suis en train de vous dire paraîtra sûrement
totalement insuffisant dans 50 ou 100 ans. C'est l'évolution technologique qui permet aux humains de connaître, d'améliorer leurs connaissances. Comment ce système il se répare? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez pu observer des choses? Si avec un coup de scalpel, vous coupez 6 à 10 fibres de ce réseau fibrillaire, comment est-ce que ça se réorganise, ça, ce traumatisme? Alors, oui, la question est intéressante, mais j'ai beaucoup de mal à y répondre parce que quand vous opérez un patient, il est très difficile de lui demander de revenir un an après pour observer si sa cicatrice s'est améliorée ou pas. Donc, cela m'est arrivé quelques fois, mais dans ma carrière, c'est quand même une ou deux fois. Ce que je peux dire, c'est que au niveau de la cicatrice, au niveau de la cicatrice, c'est toujours du système cicatriciel. Ce n'est jamais une restauration parfaite. Par contre, en périphérie, c'est-à-dire, mettons, 5 millimètres, autour de la cicatrice, vous pouvez avoir une réhabilitation partielle des structures. Oui. Et c'est là l'intérêt justement de la thérapie manuelle, c'est d'essayer d'obtenir une amélioration périphérique, donc autour de la cicatrice, de bonne qualité qui permettent de retrouver une fonction presque normale parfois. Donc selon vous, moi j'en suis convaincu, hein, mais selon vous, le travail manuel de la cicatrice est un impondérable pour récupérer une mobilité, dans cette zone-là? Est-ce que Ah, vous avez vu la différence chez vos patients, par exemple, qui avaient pas fait leur rééducation ou qui avaient été mal faites, versus des patients qui ont fait la rééducation? Est-ce qu'il y avait vraiment une différence tangible sur les résultats, opératoires? mais total. Là, je me permets d'avoir une appréciation. Quand j'ai commencé ma carrière, les, par exemple, une plaie tendineuse était immobilisée pendant quasiment 3 semaines, un mois. Donc le doigt était sur une attelle et on ne bougeait pas le doigt. Puis la rééducation, elle n'était pas systématique. Parfois, il y avait un kinésithérapeute à proximité, on allait le voir, mais quand il n'y avait pas de kinésithérapeute, eh bien, on n'y allait pas. Et les résultats n'étaient pas bons. Les résultats n'étaient pas bons. Les doigts restaient figés, raides. Petit à petit, sur l'espace de 20-30 ans, la fonction de kinésithérapeute, par exemple en chirurgie de la main, elle est mais fondamentale. Vous ne pouvez plus maintenant faire de chirurgie de la main si vous n'avez pas une équipe de kinésithérapeutes à côté pour faire la rééducation, pour faire des attelles, pour surveiller l'évolution cicatricielle. Donc, c'est incontournable. La rééducation, dans la spécialité que je connais le mieux, la chirurgie du membre supérieur, elle est incontournable. Un chirurgien qui ne prescrit pas de rééducation après une lésion, un traumatisme de la main, à mon avis, fait une erreur. Voilà. Donc, c'est incontournable. Comment vous expliquez l'enraidissement s'il n'y a pas de rééducation? L'enraidissement, ce serait la mort du réseau fibrillaire. Mais quand vous immobilisez une structure, oui, c'est semblable à la mort. Il n'y a pas de mouvement. Le mouvement entretient le système fibrillaire. Et c'est la vertu de vos métiers de thérapie manuelle, c'est donner du mouvement à des structures qui n'en ont plus. Donc vous redonnez, oui, on peut utiliser le terme que vous utilisez, on redonne de la vie aux structures fibrillaires par un mouvement actif venant de l'extérieur et qui permet petit à petit de retrouver la souplesse fibrillaire, d'enrichir en fluide, en glycoaminoglycane et de restaurer une fonction. Et est-ce que vous avez vu des différences interindividuelles, particulières sur ce réseau fibrillaire, ou ce réseau constitutif, hein, vous aviez dit tout à l'heure, Oui. entre
les hommes et les femmes, déjà, est-ce qu'il y a des différences notables euh, entre Non, nous et non, elles? entre hommes et femmes, il n'y en a pas. Entre races, il n'y en a pas. Nous sommes tous faits de la même façon. Tous faits de la même façon. Tous. Est-ce qu'il y a une variation, une variabilité de notre propre tissu conjonctif en fonction de l'âge, du stress quotidien, vous voyez, est-ce Du que stress quotidien, ça va être difficile, mais il est sûr que le réseau ça peut fibrillaire être mental et d'un physique le stress, hein, enfin, vous voyez. le réseau fibrillaire d'un jeune adulte de 25 ans et le réseau fibrillaire du docteur Gamberto à 78 ans, c'est pas le même. Ils sont un peu différents chez les gens un peu âgés. Vous avez moins de fibres. Les espaces entre les fibres sont un peu plus grands. Donc, inévitablement, la capacité de mobilité va être moindre. Euh, c'est clair que le système fibrillaire, cette architecture qui nous constitue, se dégrade avec le temps. Elle résiste de moins en moins à la force de gravitation. Quand vous avez 25 ans, vous culminez en taille. Et si on prend le même 50 ans après, vous avez perdu 2, 3, 4, 5 centimètres en taille. Vous voyez? Donc, comme je dis souvent, la force de gravitation prend sa revanche avec le temps. On a gagné pendant l'adolescence et pendant la croissance jusque vers 20 ans, et puis petit à petit, la force de gravitation reprend le dessus pour nous affaisser gentiment. Je suis assez surpris de votre réponse concernant l'absence de différence entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve quand même, quand j'ai mes patients, qu'il y a une différence d'élasticité des tissus qui est notable entre des hommes et des femmes. Euh, vous, c'est pas l'observation quand vous disiez Ah, que vous observiez la qualité de la peau, par exemple, à entre. l'endoscopie, non, non, à l'endoscopie, il n'y a pas de différence. À l'endoscopie, vous ne voyez pas de différence. Je veux dire, avec les moyens techniques dont je dispose, il est clair que peut-être dans 50 ans, on pourra parfaitement individualiser une fibre chez une personne de sexe féminin ayant 20 ans d'une fibre d'une personne de sexe masculin qui en a 65. C'est possible. Moi, je dispose que d'outils d'observation qui me permettent de dire, franchement, j'ai pas vu de différence. D'accord. Par contre, on voit des différences. Alors là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Encore? C'est les fumeurs. Ah, c'est ce que j'allais vous demander. C'est Oui, comment chez faire les pour se fumeurs. casser Oui, son réseau fibrillaire? C'est oui, sûr le réseau que. fibrillaire est altéré chez les fumeurs. Oui, ce n'est pas d'une évidence absolue, mais quand vous avez filmé pendant 15 ans, vous arrivez à deviner que tel patient peut éventuellement être un fumeur. Oui. Hmm. C'est pour ça il y a des moments, je fâche un peu, mais mon devoir en tant que médecin, c'est aussi de le dire. Et est-ce Le fait de fumer a une incidence sur la globalité de l'être. est-ce que Et cette d'ailleurs, c'est un des gros facteurs de ralentissement de la cicatrisation, d'augmentation Oui, des absolument, risques post-opératoires, augmentation du risque d'infection. tout Je à ne sais plus fait. quelles sont les stats, mais c'était x3, x5 sur le risque d'infection et de. Moi, C'est je peux dire qu'il y a catastrophique. une incidence. Voilà. Hmm. et cette conclusion, vous la faites aussi sur des profils de gens très stressés ou très anxieux ou des gens qui sont plutôt qui ont un style de vie sédentaire. Est-ce que vous avez Je pu n'ai pas repérer? observé. Non, je n'ai pas observé. Je n'ai pas observé. Non, franchement, là, je ne me lancerai pas là-dedans parce que je n'ai aucun élément me permettant de le confirmer. Je me permets de le faire pour les fumeurs parce que je veux dire, si je vous montre les images, vous n'allez pas voir, vous, de différence. Mais moi, au bout de 15 ans, 20 ans d'exploration, je peux dire que je saurais individualiser le système fibrillaire d'un gros fumeur. Alors, si c'est un fumeur passager, non, bien évidemment. Mais si c'est quelqu'un qui fume un paquet par jour, je vais pour. Moi, j'aimerais revenir sur la notion du vivant.
Je suis en train de me rendre compte que c'est très connecté au concept de cellule. Pour moi, la vie est liée à la cellule. Et vous nous dites que ce réseau fibrillaire, il n'est pas rempli de cellules. Il est rempli de collagène, d'élastine pour faire une structure, mais qu'il est quand même adaptable. Il est quand même le soutien à la vie, à la fonction. Comment vous pouvez m'éclairer? Je ne sais pas si j'ai été clair sur mon questionnement par rapport à ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que votre corps, le mien, celui de tous nos contemporains, n'est pas rempli que de cellules. Très souvent, les gens pensent que nous sommes faits que de cellules. C'est faux. Nous ne sommes pas faits que de cellules. Nous sommes faits d'une architecture fibrillaire que vous retrouvez partout, et nous sommes faits aussi de cellules qui remplissent des fonctions, mais pas à tous les niveaux. Vous voyez? Il y a des espaces dans le corps où il n'y a pas de cellules. Et donc la cellule n'est pas responsable de la forme, enfin, n'est pas l'unique responsable de la forme de votre corps. Est-ce que Oui, suis je vois, clair? mais en même temps, ce réseau fibrillaire est vivant parce qu'il est capable de s'adapter, il est capable de se Ah, il est régénérer. vivant. Non, il est vivant. Ça dépend comment on définit la notion de vivant. Si vous voulez, il est mobile, adaptable, et il peut s'adapter à toutes les contraintes dans les 3 dimensions de l'espace. Pourquoi vous hésitez sur le terme vivant? Pas hésiter, mais pourquoi vous êtes plus frileux de dire que c'est un tissu vivant? Pourtant, c'est bien un tissu qui fait partie du vivant et qui Oui, n'est plus là quand, enfin, qui perd complètement ses qualités là, intrinsèques. je veux dire qu'il n'est pas vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome. Vous prenez du système fibrillaire, vous le mettez sur la table, il ne va pas se débrouiller tout seul. Par contre, vous prenez des cellules, elles vont essayer de se débrouiller toutes seules. La vie, Ok. ce sont les cellules. Les fibres, non. Ah oui. Ok. Et ce serait le soutien à la vie et pas l'intelligence vivante. Absolument. Oui, on peut dire ça. Oui, On n'a pas la vérité, hein. De toute façon, on reste que des ignorants, oui, voilà, oui, en mais fonction de ce non, qu'on. la cellule est indubitablement la structure qui permet la poursuite de la vie. Le système fibrillaire est la structure sécrétée par la cellule. Faut pas oublier que Ah, système fibrillaire est fabriqué par la cellule, hein. Ah, mais oui, oui, ouais, dites-nous en plus de ce eh oui. système de production là. Ah, ben, le collagène, il faut bien qu'il soit fabriqué par par une structure. Donc, ce sont les cellules qui fabriquent. Alors, le rôle est attribué aux fibroblastes. Fibrocytes, fibroblastes. Certainement. Certainement. Je pense que je pense que d'autres cellules, certainement, participent. Mais le collagène n'est fabriqué que par les structures cellulaires. Et le collagène, ce réseau fibrillaire de collagène, lui, eh bien, il sert d'habitat aux cellules. Donc les deux sont étroitement liés. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est le milieu, c'est l'environnement qui permet la fonction cellulaire, hein. Les deux sont. Oui, Si on enlève ce réseau fibrillaire, la vie il cellulaire n'y a pas de n'a aucun cellule. sens. Il n'y a pas de cellule. Ah, Alors, est-ce magnifique. que vous pensez que le taux d'hydratation de la personne, ses apports en collagène, des apports en multivitamines, est-ce que tout ça, ça pourrait avoir un impact sur la qualité de ce réseau fibrillaire? L'apport de l'eau, oui, ça, je veux dire, c'est très difficile de dire que c'est pas important. Il suffit de voir la différence entre quelqu'un qui boit normalement et quelqu'un qui est asséché dans le désert pendant 40 jours. Je veux dire, c'est pas la même personne. Oui. Donc, il est clair que bien hydraté, c'est important. Bien hydraté. Alors maintenant, les apports nutritionnels, je ne sais pas, parce que je suis pas vraiment spécialiste. Je pense que, enfin, je veux dire, je vais dire une banalité, mais il est clair que si vous avez une alimentation équilibrée entre lipides, protéines, glucides, sans excès, bah, vous allez garder, je veux dire,
une forme correcte. Si vous mangez trop de glucides sous la forme d'alimentation industrielle mal gérée, ben vous allez peut-être prendre du poids. C'est pas impossible. Je veux dire, mais là, tout le monde sait ça. Je vais pas rentrer dans ce genre Est-ce de que vous placez discussion. le mouvement en premier? Est-ce que le Hein. mouvement serait premier pour avoir un système facial en bonne santé? Ah oui, ben oui, parce que le système facial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne dépend que du mouvement. Il n'est pas actif en lui-même. Il ne va bouger, les fibres qui vous constituent ne vont bouger que si vous faites un mouvement, vous activez un muscle, une mimique, vous faites une mimique par une contraction musculaire. Donc tout ça va participer, si vous l'entretenez bien, à la sauvegarde d'un état fibrillaire correct. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. La, Oui, parce la qu'il fonction s'adapte, gouverne il la se structure. régénère. Pardon? La fonction gouverne la structure. Là, on peut en parler pendant des heures, là. Je pense que les deux sont liés. Non, 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 on peut pas tout à fait dire ça, mais il est indubitable que si vous n'entretenez pas votre réseau fibrillaire de façon correcte, alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire de la gymnastique 3 fois par semaine, hein. Enfin, faire du fitness et tout ça, hein. Mais par contre, marcher, par contre, avoir une activité, éviter une activité sédentaire, oui, 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 faire du sport, si vous voulez, oui, mais il faut bouger, indubitablement, oui, oui. Et pourquoi pas le fitness 3 fois par semaine? Et pourquoi pas, bien sûr que c'est Ah. possible. Mais ce n'est pas, bien sûr, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Vous pouvez Hmm. être en bonne santé sans aller 3 fois par semaine faire du fitness. Oui, Le le tout, c'est de mouvement est savoir pluriel. qu'est-ce qui est contenu dans cette séance-là. Je pense que c'est quand même une ode à varier les mouvements, varier les angles et, et une ode au travail de la mobilité. Oui, et si je puis me permettre, l'intérêt éventuel du fitness, c'est, je pense, une meilleure appréhension de son corps. C'est-à-dire, les personnes qui font ça, inévitablement, se déshabillent un peu, allègent leur corps, le voient bouger, voient les performances qu'il est capable de réaliser, et donc il y a une meilleure connaissance de son corps. Et ça, c'est majeur. Ça me semble être un élément extrêmement intéressant parce que nos contemporains ignorent beaucoup de leur corps. Beaucoup de leur corps. On ne s'intéresse pas beaucoup au corps dans sa structure elle-même. Et même les médias sont très pauvres là-dessus. Il y a quelques essais louables, mais c'est quand même peu de choses. Et donc, plus on peut apprendre à nos contemporains qu'il faut qu'ils entretiennent leur corps par le mouvement, qu'il faut qu'ils entretiennent leur corps par une alimentation correcte, eh bien, ma foi, c'est louable. Mais ça se fait à beaucoup de niveaux, hein, niveau national, au niveau des médias, ça se fait, mais peut-être pas assez. Oui, parce que nous, on est deux kinés avec Pierre, et le nombre de patients inconscients de leur corps, bah, c'est très surprenant, hein. Oui. Tout part de notre éducation, de ce qu'on transmet à nos enfants, et de placer la connaissance de notre corps par et puis l'expérience de notre corps, hein, de diversifier tout le spectre du mouvement à l'école. Voilà, associer connaissance et exploration de son corps très tôt, c'est en Ah tout cas ben, ce qu'on essaye de pousser chez 1000% aussi, hein. je me permets de penser que c'est, comment dirais-je, une faillite un peu de l'éducation nationale de Ouais, ne c'est pas clair. enseigner plus le corps aux jeunes. Euh, voilà, c'est un peu dommage. Le corps est trop souvent abordé à travers le vivant non humain, la souris, le rat, etc. Mais on devrait rentrer beaucoup plus dans la réalité du corps, enseigner beaucoup plus les enfants de, de l'avenir de leur corps, du changement de leur corps, par exemple lors de l'adolescence.
informer un gamin de 10 ans ou une gamine de 10 ans que eh bien, son corps, dans les 5 années à venir, va changer. Voilà, il va y avoir une pilosité qui va apparaître, des muscles vont se développer, des envies vont être différentes, et que c'est normal, que ce n'est pas un truc extraordinaire, c'est normal, c'est l'évolution naturelle d'un corps humain. Voilà, ce sont des enseignements de base qui peut-être avant se faisaient dans les familles, j'en sais rien, mais qui devraient au moins se faire à l'école. Oui, je le crois. Comme l'éveil à la diminution de nos capacités physiques et cognitives qui font partie de la vie, hein, et apprendre ça tôt, se dire que le meilleur moyen, c'est d'être régulier dans les stimulations, qu'elles soient physiques, intellectuelles, émotionnelles. C'est le grand conseil qu'on a à travers ce Fréquence. podcast, Dr Gamberto. C'est peu importe le sujet, c'est la fréquence de nos habitudes. C'est d'être chroniquement proactif dans notre santé cognitive et physique et émotionnel qui va faire la différence. Donc, plus on va éveiller ça chez nos enfants, le plus tôt possible, plus on leur donnera un bagage pour l'avenir. Et la Absolument. science de la nutrition, hein. Et la science de la nutrition, oui, tout à Aïe, fait. aïe, aïe. Avouez que l'évolution actuelle de la population ne met pas en évidence un bon exercice de la science de la nutrition. Nos contemporains prennent du poids. Ce n'est pas indispensable de prendre du poids pour bien vivre. Je pense qu'au contraire, il faut avoir Au une contraire, oui. relation entre le poids, la taille, qui soit avec une certaine constante. Sinon, les pathologies s'aggravent. Avoir un poids important à 20 ans, c'est pas grave. À 30 ans, ça se gère. À 40, ça commence à devenir difficile. Et à 60, ce sont les genoux qui commencent à ne plus supporter. Parce que rappelons-nous une fois de plus que la gravitation prend sa revanche. Elle devient de plus en plus influente parce que nous sommes de moins en moins capables de résister. Et donc les structures se dégradent. Et plus le poids est important, plus les structures vont se dégrader. Ça, c'est clair. Et la gravité, elle va jamais lâcher. Non, non, la, non, la gravité, la force de gravitation, elle est là et elle nous entoure en permanence et depuis toujours. Ouais, elle veut notre peau. Et donc, en fait, c'est ça le premier but de la vie, quoi. C'est de lutter contre la gravité et d'y résister le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est le but de la vie, puisque vous êtes obligé. Je veux dire, les deux sont associés. Vous avez la vie et la gravité. Les deux existent. Simplement, à la fin, il y en a une qui gagne. Vous gagnez au début, vous arrivez à la vaincre pour vivre, et puis petit à petit, elle prend sa revanche, et vous finissez, et bien comme nous tous, hein, en vieillard, un peu penché, avec une canne ou pas, voilà, c'est l'évolution naturelle, mais il faut l'avoir en tête, et on peut lutter, ou tout au moins retarder ses effets par un bon entretien du corps. Et dans ces principes d'entretien du corps, est-ce que vous voyez, je pense par exemple à du travail d'assouplissement au niveau des hanches, que ce travail de mobilité, par exemple, en fonction de si on fait plutôt du travail de rotation, de torsion, du travail de flexion, d'extension, ou du travail d'ouverture latérale, en fonction du sens, de la direction de l'exercice de mobilité, on va solliciter les fibres d'une façon différente et du coup améliorer leur qualité grâce à Oui, ça. je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous l'ai dit. Hein, je ne vais Oui, pas mais je suis comment obligé de dirais-je. venir vous chercher dessus, docteur. Oui, c'est gentil. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut remuer les structures dans les 3 dimensions de l'espace. Voilà. Parce que les fibres, elles, sont mobiles et adaptables dans les 3 dimensions de l'espace. Donc, un mouvement doit être exercé dans les 3 dimensions de l'espace. Voilà. Pour chaque articulation, Pour qui chaque le permet. articulation, l'exploiter. Alors, il n'est pas nécessaire de l'exploiter au maximum. Oui. Je ne sais pas, mais l'exploiter correctement, gentiment, mais dans les 3 dimensions de l'espace. Il faut que ce soit suffisant.
Oui, il faut pas chercher la performance à chaque fois. Ça me semble, alors c'est possible, hein, mais il y en a qui peuvent, il y en a qui pourront, mais il y en a beaucoup qui n'en sont pas capables parce que leur corps n'est pas forcément fait pour faire de la performance. Puis est-ce que la performance, ce serait pas d'être fonctionnel et en bonne santé? C'est déjà une C'est performance déjà pas mal, exceptionnelle. oui, c'est déjà pas mal. C'est Donc, déjà pas mal. Et donc de en le ter- rester, si possible, le plus longtemps possible. Mais le tout, c'est de comprendre les limites qui sont propres à chacun, que ce soit sur Oui, les... oui, oui, il faut, euh, comment dirais-je, il faut éviter l'excès. Souvent, il m'est arrivé de voir des, des personnes qui, par exemple, il m'est arrivé souvent de soigner des, des rubimins, des ruptures de tendons d'Achille, par exemple. Pourquoi? Parce que le rugbyman, à 20 ans, il court. Il est parfait. Il joue bien son rôle, pas de problème. Il aime ça. Et il aime ça, et il arrive à 25. Il aime ça encore à 30. Bon, entre 25 et 30 et 35, vous avez la vie professionnelle, vous avez peut-être les enfants, vous avez l'alimentation qui a changé, le tabac qui s'est introduit. Je vous parle donc il y a une trentaine d'années. Et arrivé à 35 ans, on continue à faire du rugby à un niveau correct. Simplement, on n'a plus les capacités pour résister au gamin qui a 20 ans, qui est en face de vous, qui va courir bien plus vite et va vous plaquer. Et à ce moment-là, eh bien, le tendon d'Achille, il se rompt. Voilà. Parce qu'il a été poussé dans l'excès et les structures ne sont plus capables de résister à une force de traction qui vous plaque et à ce moment-là, bien les structures lâchent. Donc, il y a un moment où le sport de performance doit être arrêté. Eh, J'aimerais que peut-être qu'on mette une nuance, on verra ce qu'en pense Vincent. Je pense que ce qui pose problème là dans ce cas de figure-là, du sportif de 35-40 ans qui se blesse, c'est que l'hygiène de vie, l'entraînement et la nutrition ne permettent plus que les structures soient performantes. Je pense Oui. que c'est Ça a été, ça, mais c'est pas l'âge en lui-même, c'est c'est cette hygiène d'entraînement et cette hygiène de vie aussi. C'est sûr que manque de sommeil, on fait que les matchs le week-end, on fait plus les entraînements et on fait plus le travail de renfort à côté et en plus on mange, c'est plus très carré au niveau de l'alimentation. Bon, et en plus il y a du surpoids. Bon, là, oui. Euh, t- oui. Comment ça pourrait pas se passer autrement? Non, mais notre rôle à nous, c'est pas de l'interdire, c'est de dire aux personnes, vous arrivez à 35 ans, vous vous mettez en situation de difficulté. Donc, il faut que vous y pensiez. Au lieu de rester en catégorie supérieure, peut-être baisser en catégorie moyenne, c'est-à-dire ne pas être en compétition régulièrement. Donc, arriver à une certaine prudence. Mais ça nécessite une connaissance. ouais, une conscience. C'est augmenter sa conscience, mettre en place Voilà. des choses par rapport à cet âge qui augmente nos risques de blessures et qui diminue notre potentiel de santé. Voilà. C'est le genre de choses qu'on devrait, que les entraîneurs, ils le font peut-être, je ne sais pas, mais enseigner euh, aux jeunes performants, leur dire que ça va pas durer, ils le savent ça va pas durer éternellement, mais qu'il faut pas faire semblant que ça dure éternellement, parce qu'un jour, il y aura un prix à payer. Je pense que c'est le manque d'entraînement spécifique à côté. Vous voyez, la perte de ce rythme d'entraînement Ça y euh, participe, mais c'est pas suffisant. C'est aussi l'altération des structures. Nous oui. ne sommes pas, si vous voulez, nos formes changent. Je veux dire, regardez, moi j'ai eu votre âge. J'ai eu votre âge. Et nous, on n'aura peut-être pas le vôtre. J'en sais rien, je vous le J'espère souhaite. j'espère Mais, avoir votre moustache un jour, hein, je vous le dis. Ouais. mais regardez, nos structures ont changé. Pourtant, j'ai eu votre âge, j'ai été comme vous. Et donc, petit à petit, au gré du temps, nos formes changent. Et elles changent en s'altérant. Malheureusement, elles changent en s'altérant. Ma qualité de peau n'est pas la même que la vôtre. Donc, on a beau faire,
on est dans l'obligation d'accepter cette évolution. Et donc, il faut en tenir, il faut respecter cette information. Et c'est vrai que là, j'étais en train de penser à mes patients et même à moi-même. Et je vois qu'il y a vraiment une différence sur l'assouplissement, sur la raideur entre les gens. Et j'étais en train de me dire, est-ce que le meilleur moyen d'augmenter son potentiel du réseau fibrillaire, du fascia, ce serait pas dès l'enfance? Qu'est-ce que vous pensez de cet héritage que l'enfant peut se créer pour sa vie future au niveau de la santé du fascia? D'avoir des parents fumeurs, visiblement. Euh, Non, mais c'est vrai. Écoutez, Pourquoi je moi veux je suis pas faire raide? de Parce que je me moralisme, suis. hein, parce que non, je veux pas faire de moralisme, mais euh, si vous donnez à votre enfant les consignes alimentaires, les consignes de soins, d'hygiène qui sont, je veux dire, globalement acceptées par la société, vous le préparez déjà correctement à la vie. Maintenant, forcer un enfant à avoir une activité pour améliorer son réseau fibrillaire. En plus, je suis pas sûr que ça l'améliore en termes quantitatifs. Euh, Moi, je suis plutôt d'avis de laisser quand même les enfants choisir ce qu'ils ont envie de faire et arriver à un âge adulte de prendre les décisions qui leur semblent convenables. Les enfants, il faut non, je suis pas vraiment pour la pression sur les enfants. Ok. Peut-être qu'on pourrait avoir une petite conclusion, parce que là, on s'est régalé, on a fait le tour. Je sais pas, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Non, Mais mais je vois ta réflexion, Vincent, parce que j'avais. On invitera sûrement. Il faut que je retrouve son nom, je vais le retrouver juste après. C'est un chercheur français qui est aussi kiné et qui a étudié le comportement du disque intervertébral. Et, en fait, une de ses observations sur ces études, c'était que le disque à l'enfance et à l'adolescence était un proto-disque, un disque qui n'était pas mature, et que le fait de faire de l'activité physique et de mettre de la contrainte sur ce disque jeune allait donner un meilleur capital discal à l'individu versus un enfant qui serait plus sédentaire. Et donc, on augmenterait cette qualité intrinsèque du disque pour le reste de sa vie. Ça donnait peut-être, ça apportait quelque chose de mieux pour l'enfant, en tout cas, de venir faire du travail musculaire en charge et de l'activité, juste de l'activité physique contre la gravité, hein, comme vous sembliez dire. Et là, j'ai pas de réflexion là-dessus. C'est Non. Jean-Philippe de Neuville, voilà, qu'on Oui, invitera c'est possible, hein, à mais l'occasion. j'accepte parfaitement tous les travaux scientifiques, hein. Je l'ai dit. Dans mon expérience, je ne peux pas donner véritablement un avis concret, solide. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, docteur franchement. Guimber- doc- Mais docteur Guimberto, c'est très. personnellement, je ne suis pas pour forcer des structures. Hmm. Docteur Gamerto, c'est très agréable parce que quand vous savez pas, eh ben vous le dites. Et voilà, c'était très appréciable en tout cas. On a passé un excellent moment. Généralement, on conclut l'épisode par le conseil à 1000%. Qu'est-ce que vous pourrez transmettre, partager à nos auditeurs? Voilà, un conseil à 1000%, ça peut être dans votre spécificité, mais ça peut être un conseil global sur la vie. C'est vraiment comme vous voulez. Oui. Écoutez, en général, j'évite de donner des pistes à suivre parce que la piste à suivre, euh, il n'y en a jamais qu'une. Il y a toujours plusieurs pistes à suivre. Donc moi, je ne peux parler que de celles que je connais. Il y en a beaucoup d'autres sans doute. Ce qui est sûr, c'est que il faut passer d'une connaissance du corps réduite à quelques organes rapprochés les uns des autres par un tissu de paquetage, à une vision du corps qui est globale, dans laquelle toutes les structures sont informées et dans laquelle
cette structure, l'individu, c'est-à-dire le personnage qui en est le porteur, c'est-à-dire l'individu lui-même, est responsable. Nous ne sommes pas à côté de notre corps, nous sommes notre corps. Et notre corps dépend, bien évidemment, de la façon dont nous le gérons. Et pour bien le gérer, eh bien, il faut surveiller les apports. Qu'est-ce qu'on y met dedans, dans ce corps? Et puis, il faut aussi gérer sa connaissance. Je ne vais pas bien gérer mon corps si je n'ai pas la connaissance de son fonctionnement. On ne demande pas aux gens d'être des médecins, mais de savoir un peu quand même comment il fonctionne. Et donc, développer une véritable quand même responsabilité de son corps. Souvent, j'ai été heurté, mais dans ma carrière, les gens viennent pour une intervention chirurgicale. Et dans ma génération, on nous a appris, ce qui n'était pas le cas de la précédente, qu'il fallait informer les patients. Donc, très souvent, vous dites aux patients, mais écoutez, on va casser l'os, on va le faire tourner, et puis ensuite, on va mettre des plaques, et puis après, on mettra un plâtre. Et très souvent, les réponses, c'est « Ah, docteur, c'est votre boulot, moi, je ne veux pas savoir. » Ou alors, vous dites à d'autres personnes, « Bon, il va falloir ouvrir le ventre, enlever ça. Excusez-moi du terme. » La réponse, c'est « Ah non, c'est dégueulasse, ne dites pas ça. » Voyez? Donc, une espèce de retenue vis-à-vis du corps. Non, il faut accepter son corps, vivre avec, en être responsable. C'est le seul message que ne pas négliger son corps. Voilà. Parce que son corps, c'est vous, hein, mine de rien. Voilà. J'ai les frissons, voilà, ça me touche beaucoup, bravo. Et écoutez, on va finir là-dessus. C'était magnifique de voir ces explications sur tout ce continuum du corps. On aura le plaisir de retrouver le docteur Guimberteau sur la conférence mobilité le 13 et 14 novembre à Paris, accompagné d'autres intervenants. Je crois qu'il y a Flavio Bonnet que nous on connaît, qui malheureusement n'a pas pu venir sur le podcast, mais qui parlera sûrement de course à pied ou de tout un tas d'autres sujets. J'essaie de retrouver le planning du Bon, il y a tout du un congrès. ensemble d'experts. C'est Ouais. quand les dates? C'est le 13 et 14 novembre, hein, c'est ça, 2025. Oui, c'est C'est ça. ça. Bon, mais vous tapez mobilité, conférence Paris et vous allez trouver tout ça. Merci, Écoutez, docteur Guimberteau, c'était un plaisir. merci beaucoup. Merci. Et surtout, allez voir le reportage du docteur Guimberteau, Promenade sous la peau. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Oui, Où est-ce oui, qu'on oui, peut trouver vous tout ça? avez d'autres films, vous avez Architecture d'intérieur, vous avez un film sur les cellules, vous avez un film qui s'appelle Homo fasciaticus, parce qu'on n'a pas abordé quelque chose là, je vous prends pas trop de temps, mais on n'a pas On a le abordé temps. le fait que le système fibrillaire dont on vient de parler, qui est un entrecroisement de fibres, eh bien, il est totalement irrégulier. C'est-à-dire que vous n'avez pas de perpendiculaire, d'horizontale, d'oblique, de 45 degrés, de 60 degrés, non. C'est un tramage, c'est un feuillage irrégulier. Et rien que ça, sur le plan de la biomécanique et sur le plan tout simplement de la physique fondamentale, ça pose vraiment des questions totales, et je reprends le terme, fondamentales. Et c'est l'irrégularité qui permet son adaptabilité, en fait. Sans doute. Bon, bah, Voilà, donc, c'était exceptionnel. C'est le 14-15 novembre, du coup, la conférence. Je me suis trompé. Et vous intervenez quand? C'est le 15 que vous êtes là? Je crois que c'est le 14. C'est le 14. D'accord. Bon, mais écoutez, merci à vous. Et puis, on aura le plaisir de poursuivre tout ça, peut-être une prochaine fois avec vous, docteur Guimberteau. Ce sujet est passionnant. En direct, en présentiel, histoire de vous voir, de vous toucher le système cutané. Pas facial parce que voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, Allez, merci merci à beaucoup. tous. Merci, au revoir.